La rue du 10 décembre, toute neuve, avec ses maisons d'une blancheur de craie et les derniers échafaudages des quelques bâtisses attardées, s'allongeait sous un limpide soleil de février. Il y avait eu des meutes, l'écrasement d'une foule chauffée par un mois de réclame, les yeux en l'air, bâillant devant la façade monumentale du Bonheur des Dames, dont l'inauguration avait lieu ce lundi-là, à l'occasion de la grande exposition de Blanc. C'était, dans sa fraîcheur gaie, un vaste développement d'architecture polychrome, rehaussé d'or, annonçant le vacarme et l'éclat du commerce intérieur, accrochant les yeux comme un gigantesque étalage qui aurait flambé des couleurs les plus vives. Au rez-de-chaussée, pour ne pas tuer les étoffes des vitrines, la décoration restait sobre. Mais à mesure que les étages montaient, s'allumaient des tons éclatants. Et les curieux s'émerveillaient surtout devant la porte centrale, d'une hauteur d'arc de triomphe, décorée elle aussi d'une profusion de mosaïques, de faïences, de terre cuite, surmontée d'un groupe allégorique dont l'or neuf rayonnait, la femme habillée et baisée par une volée rieuse de petits amours. Vers 2 heures, un piquet d'orgue dut faire circuler la fouille et veiller au stationnement des voitures. Le palais était construit, le temple élevé à la folie dépensière de la mode. Il dominait, il couvrait un quartier de son ombre. Déjà, la plaie laissée à son flanc par la démolition de la masure de Bourras se trouvait si bien cicatrisée qu'on aurait vainement cherché la place de cette verrue ancienne. Les 4 façades filaient le long des 4 rues, sans une lacune, dans leur isolement superbe. Sur l'autre trottoir, depuis l'entrée de Baudu dans une maison de retraite, le vieil Elbeuf était fermé, muré ainsi qu'une tombe, derrière les volets qu'on n'enlevait plus. Depuis le matin, la cohue augmentait. Aucun magasin n'avait encore remué la ville d'un tel fracas de publicité. Maintenant, le bonheur dépensé chaque année près de 600 000 francs en affichage, en annonces, en appels de toutes sortes. Le nombre des catalogues envoyés allait jusqu'à 400 000. On déchiquetait plus de 100 000 francs d'étoffe pour les échantillons. C'était l'envahissement définitif des journaux, des murs, des oreilles du public, comme une monstrueuse trompette d'airain qui, sans relâche, soufflait aux 4 coins de la terre le vacarme des mises en vente. Et désormais, cette façade devant laquelle on s'écrasait devenait la réclame vivante avec son lustre bariolé et doré de bazar. Ses vitrines larges exposaient le poème entier des vêtements de la femme, ses anciennes peintes grasses et gravées taillées depuis la plaque de marbre du rez-de-chaussée jusqu'à la feuille de tôle arrondie aux arcs au-dessus des toits, déroulée lors de la banderole, et où le nom de la maison se lissait en lettres couleur du temps, découpées de bleu de l'air pour fêter l'inauguration. On y avait ajouté des trophées, des drapeaux. Chaque étage se trouvait pavoisé de bannières, d'étendards ou des arbres des principales villes de France. Tandis que tout en haut, les pavillons des peuples étrangers, hissés à des mâts, battaient au vent du ciel. En bas, enfin, l'exposition des Blancs prenait au fond des vitrines une intensité des aveuglantes, un cercle de boules qui se reformait sans cesse, un désir monté de l'ébahissement de la foule, ce qui ameublait encore la curiosité autour du bonheur des dames. C'était un sinistre dont Paris causait entier. L'incendie des 4 saisons, le grand magasin que Boutémont avait ouvert près de l'Opéra depuis 3 semaines à peine, les journaux débordaient de détails, le feu mis par une explosion de gaz pendant la nuit, la fuite épouvantée des vendeuses en chemise de nuit, l'héroïsme de Boutémont qui en avait sauvé sur ses épaules. Du reste, la perte énorme se trouvait couverte et le public commençait à hausser les épaules en disant que la réclame était superbe. Cependant, 3 heures sonnaient à l'horloge qui surmontait la porte. C'était l'écrasement de l'après-midi, près de 100 000 clientes s'étouffant dans les galeries et dans les halls. Dehors, des voitures stationnaient d'un bout à l'autre de la rue du 10 décembre. Et, du côté de l'Opéra, une autre masse profonde occupait le cul-de-sac où devait s'amorcer la future avenue. De simples fiacres se mêlaient aux coupés de maîtres, les cochers attendaient parmi les roues, les rangées de chevaux hennissaient, secouaient les étincelles de leurs gourmettes, allumées de soleil. Sans cesse, les queues se refaisaient au milieu des appels des garçons, de la poussée des bêtes, qui, d'elles-mêmes, serraient la file, tandis que des voitures nouvelles, continuellement, s'ajoutaient aux autres. Les piétons s'envolaient sur les refuges par bandes effarouchées, les trottoirs étaient noirs de monde, dans la perspective fuyante de la voie large et droite.
et une clameur montait entre les maisons blanches, ce fleuve humain roulait sous l'âme de Paris épandue, un souffle énorme et doux dont on sentait la caresse géante. Devant une vitrine, Madame de Beauve, accompagnée de sa fille Blanche, regardait avec Madame Guibal un étalage de costumes mi-confectionnés. « Oh, voyez donc, dit-elle, ces costumes de toile pour 19 francs 75. Mon Dieu, ça ne vaut pas davantage, murmura Madame Guibal. De vrais loques, dès qu'on a ça dans la main. Eh bien, entrons, il faut voir leur exposition. Mais c'est Madame Desforges là-bas, cria la comtesse, les yeux sur un coupé qui s'arrêtait. Oh, croyez-vous, murmura Madame Guibal, après toutes ces histoires, elle doit encore pleurer l'incendie des 4 saisons. C'était bien Henriette, pourtant, elle aperçut ces dames, elle s'avança d'un pas gai, cachant ses défaites sous l'aisance mondaine de ses manières. Elles passèrent la porte comme soulevées sans en avoir conscience, causant plus fort pour s'entendre. Une surprise immobilisa ces dames. Devant elles s'étendaient les magasins les plus vastes du monde, comme disaient les réclamés. À cette heure, la grande galerie centrale allait de bout en bout, ouvrait sur la rue du 10 décembre et sur la rue Neuve Saint-Auguste, tandis qu'à droite et à gauche, pareil, au bas-côté d'une église, la galerie Monsigny et la galerie Michaudière, plus étroite, il y a encore, le long des 2 rues sans interruption. De place en place, les halls élargissaient les carrefours. Au milieu de la charpente métallique, les escaliers suspendus et des ponts volants. Ce qui arrêtait, c'était le spectacle prodigieux de la grande position de blanc. Avant elle, d'abord, où il y avait le vestibule, un hall au glace clair, pavé de mosaïques, où les étalages à bas prix retenaient les foules voraces. Ensuite, les galeries s'enfonçaient dans une blancheur écarlate, retrouvaient le blanc de Dior, mais avisé, colossal, brûlant d'un bout à l'autre, d'un énorme vaisseau à la flambée blanchâtre d'un incendie en plein feu. Rien que le blanc de tous les artistes, blanc rayonnant, fixe, aveuglait, sans qu'on puisse distinguer les détails, au milieu de cette blancheur unique. Bientôt, les yeux s'accoutumaient. À gauche, la galerie Monsigny, allongeait les promontoires blancs de toile et des calicots, les roches blanches des draps de lit, des serviettes, des mouchoirs, tandis que la galerie Michaudière à droite, occupée par la mercerie, la boutonnerie et le linage, exposait des constructions blanches en boutons de nacre, un grand décor bâti de chaussures blanches, toute une salle recouverte de molletons blancs, éclairée au loin d'un coup de lumière, mais le foyer d'un clarté rayonnait, surtout que la galerie centrale au ruban et au fichu à la galanterie et la soie, le contour disparaissait sous le blanc des soies et des rubans. Des gants et des fichus, les escaliers étaient garnis de draperies blanches qui filaient le long des rampes, entouraient les halls jusqu'au second étage, et cette montée de blanc prenait des ailes, se pressait et se prédait comme une envolée de cygnes. Puis le blanc retombait des voûtes, une tombée de duvet, une nappe neigeuse en larges flocons. Des couvertures blanches, des couvre-pieds blancs battaient l'air, accrochés, pareils à des bannières d'église. Et la merveille, l'autel de cette religion du blanc, était, au-dessus du comptoir des soieries, un grand hall, une tente faite de rideaux blancs qui descendaient du vitrage. Les mousselines, les gazes, les guipures d'art coulaient à flots légers, pendant que des tulles brodés très riches et des pièces de soie orientale, lamées d'argent, servaient de fond à cette décoration géante qui tenait du tabernacle et de l'alcôve. On aurait dit un grand lit blanc dont l'énormité virginale attendait, comme dans les légendes, la princesse blanche, celle qui devait venir un jour toute puissante avec le voile blanc des épousées. « Oh, extraordinaire !» répétaient ces dames, « inouï !» Cependant, les magasins vivaient, du monde assiégeait les ascenseurs, on s'écrasait au buffet et au salon de lecture. Tout un peuple voyageait au milieu de ces espaces couverts de neige, et la foule paraissait noire. Au rez-de-chaussée, il y avait une houle assombrie, agitée d'un reflux, où l'on ne distinguait que les visages délicats et ravis des femmes. « Tiens, dit Madame Guibal en s'arrêtant devant la première caisse, au milieu des poussées, c'est une idée gentille, ces violettes. » Elle parlait de la nouvelle prime du bonheur, une idée de Mouret dont il menait le tapage dans les journaux, de petits bouquets de violettes blanches, achetés par milliers à Nice et distribués à toute cliente qui faisait le moindre achat. « Oui, murmura Madame Desforges d'une voix jalouse, l'idée est bonne. »
Mais au moment où ces dames allaient s'éloigner, elles entendirent 2 vendeurs qui plaisantaient sur les violettes. Un grand maigre s'étonnait. Ça se faisait donc ce mariage du patron avec la première des costumes? Tandis qu'un petit gras répondait qu'on n'avait jamais su, mais que les fleurs tout de même étaient achetées. Comment, dit Madame de Beauve, Monsieur Mouret se marie? C'est la première nouvelle, répondit Henriette qui jouait l'indifférence. Du reste, il faut bien finir par là. Les comptoirs au milieu de la bousculade par de la vente ne causaient encore une fois que des amours du patron. L'aventure qui, depuis des mois, occupait les commis enchantés de la longue résistance de Denise, venait tout d'un coup d'aboutir à une crise. On avait appris que la veille, la jeune fille quittait le bonheur malgré les supplications de Mouret en prétextant un grand besoin de repos. Et les éviers étaient ouverts. Partirait-elle? Ne partirait-elle pas? Lorsque Mouret reçut sa démission, il restait muet et froid dans l'effort qu'il faisait pour se contenir. Puis il déclara sèchement qu'il lui accordait 8 jours de réflexion avant de lui laisser commettre une pareille sottise. Au bout de 8 jours, quand elle revint sur ce sujet en exprimant sa volonté formelle de s'en aller, après la grande mise en vente, il ne s'emporta pas davantage. Il affecta de parler raison, elle manquait sa fortune, elle ne retrouvait nulle part la position qu'elle occupait chez lui. Avait-elle donc une autre place en vue? Il était tout près à lui de lui donner des avantages qu'elle espérait obtenir ailleurs. Et la jeune fille ayant répondu qu'elle cherchait de place, qu'elle comptait se reposer d'abord un mois à Valogne, par ses économies déjà faites par elle, il demanda ce qui l'empêchait de rester ensuite au bonheur, si les soins de sa santé l'obligeaient seule à s'en sortir. Elle se taisait torturée par cet interrogatoire. Alors il s'imaginait qu'elle avait trouvé un amant, un mari. Peut-être ne l'avait-elle pas avoué un soir qu'elle aimait quelqu'un. Pendant la semaine que Denise dut passer encore au magasin, Mouret garda sa pâleur rigide. Quand il traversait les rayons, il affectait de ne pas la voir. Une idée, cependant, grandissait au milieu des projets fous, s'imposait peu à peu, malgré ses révoltes. Il avait juré de ne pas se remarier, tenant d'une femme sa première chance, résolu désormais à tirer sa fortune de toutes les femmes. C'était chez lui, comme chez Bourdoncle, une superposition que le directeur d'une grande maison de nouveautés devait être célibataire s'il voulait garder sa royauté de mâle sur les désirs répandus de son peuple de clientes. Justement, lorsque Bourdoncle, ce jour-là, entra dans le cabinet de Mouret, vers 3 heures, selon son habitude, il le surprit les coudes sur le bureau, les poings sur les yeux, tellement absorbé qu'il dut le toucher à l'épaule. Mouret leva sa face mouillée de larmes. Tous deux se regardèrent, leurs mains se tendirent, et il y eut une étreinte brusque entre ces hommes qui avaient livré ensemble tant de batailles commerciales. Depuis un mois, l'attitude de Bourdoncle s'était du reste complètement modifiée. Il pliait devant Denise, il poussait même sourdement le patron au mariage. « Voyons, du courage, que diable, épousez-la et que cela finisse !» Déjà, Mouret avait honte de sa minute d'abandon. Il se leva, il protesta. « Non, non, c'est trop bête. Venez, nous allons faire notre tour dans les magasins. Ça marche, n'est-ce pas? Je crois que la journée sera magnifique. » La vente, en effet, jetait son feu dans un train d'enfer dont la maison tremblait d'une secousse de grands navires filant à pleine machine. Au comptoir de Denise s'étouffait une cohue de mer, traînant des bandes de fillettes et de petits garçons, noyés sous les vêtements qu'on leur essayait. Madame Bourdelais, devant ses 3 enfants, assis par rang de taille, Madeleine, Edmond, Lucien, se fâchait contre ce dernier, le plus petit, parce qu'il se débattait, tandis que Denise s'efforçait de lui passer une jaquette de mousseline de laine. « Ce sont vos frères, n'est-ce pas » demanda Mouret après un silence. Il avait sa voix glacée, cette attitude rigide dont on lui parlait à présent. Denise elle-même faisait un effort afin de rester froide. Son sourire s'effaça. Elle répondit « Oui, monsieur, j'ai marié l'aîné et sa femme me l'envoie pour des emplettes. » Mouret continuait à les regarder tous les 3. Il finit par reprendre. « Le plus jeune a beaucoup grandi, je le reconnais, je me souviens de l'avoir vu aux Tuileries un soir avec vous. » Et sa voix qui se ralentissait eut un léger tremblement. Elle, suffoquée, se baissa sous le prétexte d'arranger le ceinturon de Pépé. Les 2 frères, devenus roses, souriaient au patron de leur sœur. « Ils vous ressemblent, dit encore celui-ci. »« Oh, cria-t-elle, ils sont plus beaux que moi. » Un moment, il sembla comparer les visages, mais il était à bout de force. Comme elle les aimait, et il fit quelques pas. Puis il revint lui dire à l'oreille « Montez à mon cabinet après la vente. Je veux vous parler avant votre départ. » Cette fois, Mouret s'éloigna et reprit son inspection. La bataille recommençait en lui, car ce rendez-vous donné l'irritait maintenant.
À quelle poussée avait-il donc cédé en la voyant avec ses frères? C'était fou, puisqu'il ne trouvait plus la force d'avoir une volonté. Enfin, il en serait quitte pour lui dire un mot d'adieu. Bourdoncle, qui l'avait rejoint, semblait moins inquiet, tout en l'étudiant encore de minces coups d'œil. Cependant, Denise était revenue près de Madame Bourdelais. « Et ce manteau va-t-il » ? « Oui, oui, très bien. Pour aujourd'hui, en voilà assez. C'est une ruine que ces petits êtres. » Alors, pouvant s'esquiver, Denise écouta les explications de Jean, puis l'accompagna dans les comptoirs où il aurait certainement perdu la tête. C'était d'abord le paletot que Thérèse, après réflexion, voulait changer. Et la jeune fille, ayant pris le paquet, se rendit aux confections, suivie de ses deux frères. Le rayon avait exposé ses vêtements de couleur tendre, des jaquettes et des mantilles d'été, en soie légère, en lainage de fantaisie. Mais la vente se portait ailleurs, les clientes y étaient relativement clairsemées. Presque toutes les vendeuses se trouvaient nouvelles. Clara avait disparu depuis un mois, enlevée selon les uns par le mari d'une acheteuse, tombée à la débauche de la rue selon les autres. Quant à Marguerite, elle allait enfin retourner prendre la direction d'un petit magasin de Grenoble où son cousin l'attendait. Et seule, Madame Aurélie restait là, immuable dans la cuirasse ronde de sa robe de soie, avec son masque impérial qui gardait l'empattement jaunâtre d'un marbre antique. « Tiens, c'est vous, dit-elle à Denise, avec une amabilité extragérée. « Vous voulez qu'on change ce patelot ? Mais tout de suite, voilà vos frères, de vrais hommes à présent. » Malgré son orgueil, elle se serait mise à genoux pour faire sa cour. On ne causait confection comme dans les autres comptoirs que du départ de Denise. Et la première en étant toute malade, car elle comptait sur la protection de son ancienne vendeuse. Elle baissa la voix. « On dit que vous nous quittez. Voyons, ce n'est pas possible. » « Mais si, répondait la jeune fille. Marguerite écoutait. Depuis qu'on avait fixé son mariage, promenait sa face de les tourner, avec des mines plus dégoûtées encore, elle s'approcha en disant « Vous avez bien raison, l'estime de soi avant tout. Mais ce n'est pas tout. Je vous adresse mes adieux, ma chère. » Les clientes arriva, Madame Aurélie la prit durement de veiller la vente, puis comme Denise prenait le patelot pour faire elle-même le rendu, elle recria et appela une auxiliaire. Justement, c'est une innovation soufflée par la jeune fille à Mouret. Des femmes au service chargées de porter les articles, ce qui soulageait la fatigue des vendeuses. « Accompagnez mademoiselle, dit la première, en lui remettant le palot. Et, en revenant à Venise, je vous prie, réfléchissez. Nous sommes tous désolés de votre départ. » Jean et Pépé, qui attendaient souriants au milieu de ce flot débordé de femmes, se remirent à suivre leur sœur. Maintenant, il s'agissait d'aller au trousseau pour reprendre 6 chemises, pareilles à la demi-douzaine, que Thérèse avait achetées le samedi. Mais dans les contours de lingerie où l'exposition de blanc neigeait toutes les cases, on étouffait, il devenait très difficile d'avancer. Tout le linge de la femme, les dessous blancs qui se cachent, s'étalait dans une suite de salles classées en divers rayons. Les corsets et les tournures occupaient un comptoir, les corsets cousus, les corsets à taille longue, les corsets cuirasses, surtout les corsets de soie blanche, éventaillés de couleurs dont on avait fait ce jour-là un étalage spécial, une armée de mannequins sans tête et sans jambes, n'ayant que des torses, des gorges de poupées aplaties sous la soie, d'une lubricité troublante d'infirme. Et près de là, sur d'autres bâtons, les tournures de crin et de brillantés prolongeaient ses manches à balai en croupe énorme et tendue, dont le profil prenait une inconvenance caricaturale. Mais ensuite, le déshabillé galant commençait, un déshabillé qui jonchait les vastes pièces, comme si un groupe de jolies filles s'était dévêtues de rayon en rayon jusqu'au satin nu de leur peau. Ici, les articles de lingerie fine, une variété infinie de fanfreluches légères, une mousse blanche qui s'échappait des cartons émottés en neige. Là, les camisoles, les petits corsages, les robes du matin, les peignoirs de la toile, des dentelles, de longs vêtements blancs, libres et minces, où l'on sentait l'étirement des matinées paresseuses, au lendemain des soirs de tendresse. Et les dessous apparaissaient, tombés un à un. Les jupons blancs de toutes les longueurs, une mer montante de jupons, dans laquelle les jambes se noyaient, les pantalons en percale, en toile, en piqué, les larges pantalons blancs où danseraient les reins d'un homme, les chemises enfin, boutonnées au cou pour la nuit, découvrant la poitrine le jour, ne tenant plus que par d'étroites épaulettes le dernier voile blanc qui glissait de la gorge, le long des hanches. C'était, au trousseau, le déballage indiscret. La femme retournée et vue par le bas, depuis la petite bourgeoise aux toiles unies, jusqu'à la dame riche blottie dans les dentelles, une alcôve publiquement ouverte, dont le luxe caché, les plissés, les broderies, les valenciennes devenaient comme une dépravation sensuelle,
à mesure qu'il débordait davantage en fantaisies coûteuses. La femme se rhabillait, le flot blanc de cette tombée de linge rentrait dans le mystère frissonnant des jupes, la chemise raidie par les doigts de la couturière, le pantalon froid et gardant les plis du carton. Toute cette percale et toute cette batiste morte, éparse sur les comptoirs, jetée, empilée, allait se faire vivante de la vie de la chair, odorante et chaude de l'odeur de l'amour, une nuée blanche devenue sacrée, baignée de nuit, et dans le moindre envolement, l'éclair rose du genou aperçu au fond des blancheurs ravageait le monde. Au trousseau, Pauline accourut tout de suite quand elle aperçut Denise. Et avant même de savoir ce qu'il désirait, elle lui parla bas, très émue des bruits qu'en causait le magasin entier. À son rayon, deux vendeurs s'étaient même querellés, l'une fermant l'autre niant le départ. Vous nous restez, j'ai parié ma tête, que viendrai-je moi? Et comme Denise répondait qu'elle partait le lendemain matin, non, vous croyez ça, mais moi je sais le pas sur table. À présent que j'ai un bébé, il faut bien, ma chère, que vous me miez seconde. Boger y compte, ma chère. Pauline souriait d'un air convaincu. Ensuite, elle donna 6 chemises. Et Jean ayant dit qu'elle allait maintenant au mouchoir, elle appela aussi une auxiliaire pour porter ses chemises et le paletto laissé par l'auxiliaire des confections. Suivez, mademoiselle, dit Pauline. Hein? Puis-je, baissant la tête de nouveau. Hein? Je suis seconde, c'est entendu? Denise promit en riant, pour plaisanter de son tour. 6 heures allaient sonner. Le jour qui baissait dehors se retirait des galeries couvertes noires déjà, et pâlissait au fond des halles, envahit les lentes ténèbres, et dans ce jour mal éteint, encore, s'allumaient une à une des lampes électriques dont les globes d'une blancheur opaque constellaient des lunes intenses à profondeur l'antenne des comptoirs. Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes, au milieu de ses flamboiements. Les ombres noires s'enlevaient avec vigueur sur les fonds pâles. C'était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement continu de marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. Il avait conquis les mers elles-mêmes, il régnait sur toutes avec la brutalité d'un despote dont le caprice ruinait les ménages. Sa création apportait une religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond des chapelles. Dépenses nécessaires de passion nerveuse, lutte renaissante d'un dieu comme contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté. S'il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l'autel. Mouret, les regards perdus, venait de sentir passer en lui quelque chose de grand. Et dans ce frisson du triomphe dont tremblait sa chair, en face de Paris dévoré et de la femme conquise, il éprouva une faiblesse soudaine, une défaillance de sa volonté qui le renversait à son tour sous une forme supérieure. C'était un besoin irraisonnable d'être vaincu. Dans sa victoire, le non-sens d'un homme de guerre pliant sous le caprice d'un enfant au lendemain de ses conquêtes. Lui qui se débattait depuis des mois, qui le matin encore jurait d'étouffer sa passion, cédait tout à coup, saisi du vertige des hauteurs, heureux de se faire ce qu'il croyait être une sottise. Sa décision, si rapide, avait pris d'une minute à l'autre une telle énergie qu'il ne voyait plus qu'elle d'utile et de nécessaire dans le monde. Le soir, après la dernière table, il attendit dans son cabinet, frémissant comme un jeune homme qui va jouer son bonheur. Il ne pouvait rester en place. Il retournait sans cesse à la porte pour prêter l'oreille aux rumeurs des magasins, où les commis faisaient les dépliés enfoncés jusqu'à l'épaule dans le saccage de la vente. À chaque bruit de son cœur battait. Bourdoncle arriva en criant gaiement. « Hein, nous le tenons cette fois. Il a décroché le million !» Mais il remarqua la préoccupation fébrile de Mouret. Il comprit et se calma. Une joie avait allumé son regard, un court silence. « Vous vous êtes décidé, n'est-ce pas ? Mon Dieu, je vous approuve. » Brusquement, Mouret s'était planté devant lui et de sa voix terrible de voix de crise, dit donc mon brave, vous êtes trop gai. N'est-ce pas? Vous me croyez fini et le dent vous pousse. Méfiez-vous, on ne me mange pas, moi. Quoi donc? Vous plaisantez? Moi qui ai tant d'admiration pour vous? Ne mentez pas, reprit Mouret.
plus violemment. Écoutez, nous étions stupides avec ces superstitions que le mariage devait nous couler. Est-ce qu'il n'est pas la santé nécessaire, la force et l'ordre, de même la vie? Eh bien oui, mon cher. Je l'épouse et je flanque à tous à la porte si vous bougez. Parfaitement. Vous passerez comme tous les autres à la caisse, Bourdoncle. D'un geste, il le congédia. Bourdoncle se sentit condamné. Balayé dans cette victoire de la femme, il s'en allait. Denise entrait justement et s'inclina dans un salut profond, la tête perdue. Enfin, c'est vous, dit Mouret doucement. Denise était pâle d'émotion. Elle venait d'éprouver un dernier chagrin. Deloche lui avait appris son renvoi. Et, comme elle essayait de le retenir, en offrant de parler en sa faveur, il s'était obstiné dans sa malchance. Il voulait disparaître. À quoi bon rester? Pourquoi aurait-il gêné les gens heureux? Denise lui avait dit un adieu fraternel, gagné par les larmes. Elle-même n'espérait pas à l'oubli. Tout allait finir. Elle ne demandait plus à ses forces épuisées que le courage de la séparation. Dans quelques minutes, si elle était assez vaillante pour s'écraser le cœur, elle pourrait s'en aller seule, pleurer au loin. « Monsieur, vous avez désiré me voir, dit-elle d'un ton calme. Du reste, je serais venue vous remercier de toutes vos bontés. » En entrant, elle avait aperçu le million sur le bureau, et l'étalage de cet argent la blessait. « Vous êtes toujours résolu à nous quitter ?» demanda Mouret, dont la voix tremblait. « Oui, monsieur, il le faut. » Alors il lui prit les mains. Il dit dans une explosion de tendresse, après la longue froideur qu'il s'était imposée, « Et si je vous épousais, Denise, partiriez-vous » Mais elle avait retiré ses mains. Elle se débattait comme sous le coup d'une grande... « Oh, monsieur Mouret, je vous en prie, taisez-vous. Oh, ne me faites plus de peine encore. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu est témoin que je m'en allais pour éviter un malheur pareil. » Elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées. N'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison? Voulait-il donc qu'elle passât aux yeux des autres et à ses propres yeux pour une gueuse? Non, non, elle aurait de la force. Elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise. Lui le torturait, l'écoutait, répétait avec passion. Je veux. Non, c'est impossible. Et mes frères, j'ai juré de ne point me marier, et je ne peux plus vous apporter des enfants, n'est-ce pas? Ils seront aussi mes frères. Dites oui, Denise. Oh non, laissez-moi vous me torturer. Peu à peu, il défaillait. Ce dernier obstacle le rendit fou. Et quoi? Même à ce prix, elle se refusait encore. Loin, il entendit la clameur de ses 3000 employés remuant à plein bras sa royale fortune, et ce million imbécile qui était là, et en souffrait comme d'une ironie. Il l'aurait poussé à la rue. « Partez donc !» cria-t-il dans un flot de larmes. « Allez retrouver celui que vous aimez. C'est la raison, n'est-ce pas? Vous m'aviez prévu davantage. Je devais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage. » Elle était restée saisie devant la violence de ce désespoir. Son cœur éclata, alors qu'avec une impériosité d'enfant, elle se jeta à son sanglota elle aussi en bégayant. « Oh non, monsieur Mouret, c'est vous que j'aime !» Une dernière rumeur remonta du bonheur des dames. L'acclamation lointaine d'une foule. Mouret était tombé assis sur le bureau, devant le mignon qui ne voyait plus. Il ne lâchait pas Denise, il la serrait éperdument sur sa poitrine, en disant qu'elle ne pouvait pas partir maintenant, car partirait dans 1 mois à Valognes, ce qui fermait la bouche du monde, et qu'elle irait ensuite l'y chercher lui-même pour le ramener à son bras tout-puissant. Fin. Abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît.